Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. Tout de suite, les titres de l'actualité. Retour sur la visite du président de la République à Béchar pour le lancement officiel de l'exploitation de la ligne minière de l'Ouest et de l'entrée en production du gisement de Garadjbillet. Chargé par le président de la République, le Premier ministre s'est rendu hier à Oran pour superviser la cérémonie d'arrivée des premières cargaisons de minerais de fer. Il a visité par la suite le complexe sidérurgique Tosyali pour découvrir ses capacités industrielles. Invité dans une émission télévisée française, Ségolène Royal a mis en lumière les contradictions du récit français sur la crise algéro-française, repositionnant l'Algérie comme un partenaire stratégique. La situation sociale au Maroc se détériore de plus en plus, plongeant la population dans une précarité croissante, conséquence d'une gestion défaillante du Mersenne. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le lancement officiel par le président de la République de l'exploitation de la ligne minière de l'Ouest, Garadjbillet-Tindouf-Béchar, et de l'entrée en production du gisement de Garadjbillet constitue un événement historique. Ce projet stratégique d'envergure nationale est appelé à renforcer la valorisation des ressources minières et à impulser une nouvelle dynamique dans les régions du sud-ouest du pays. Retour sur la visite du président de la République avec notre envoyé sur place, Amel Bouarba. C'est certainement l'un des moments historiques les plus marquants ici à Béchar, porté par un accueil chaleureux et une forte ferveur populaire réservée au président de la République, Abdelmadjid Tebboune. L'inauguration de la ligne ferroviaire minière, considérée comme la plus longue jamais réalisée dans le Sahara algérien, reliant le sud-ouest, Béchar, Tindouf et le gisement minier de Garadjbillet, sur une distance de près d'1 millier de kilomètres. Un impact socio-économique majeur en termes de création d'emplois, de dynamisation du tissu industriel et de désenclavement des régions du Sud. لتدشين خط السكة الحديدية المنجمي الغربي كمرحلة أولى وأؤكد أنها مرحلة أولى من مراحل مشروع وطني مهيكل سيغير إن شاء الله على المدى القريب وجه المنطقة هنا في هذه الامتداد العزيز من جنوبنا الكبير ويساهم في تكريس أهداف توجهاتنا الاقتصادية الوطنية نحو استغلال ثرواتنا المتعددة. Les différentes étapes de cette réalisation titanesque ont été retracées dans un film documentaire projeté à cette occasion, une production de la télévision publique algérienne sous la supervision de la Direction générale de la communication à la présidence de la République, intitulé « L'éveil du géant ». Ce documentaire revient sur un défi relevé avec succès grâce aux compétences nationales et aux moyens colossaux mobilisé par l'Algérie. Par la suite, le président de la République a annoncé le lancement officiel de l'exploitation de la ligne minière qui représente un tournant majeur dans la stratégie algérienne de diversification de son économie. Sur le quai de la gare ferroviaire de Béchar, le président de la République a accueilli le premier train de voyageurs en provenance de Tindouf via la ligne minière ouest. Le chef de l'État a échangé avec plusieurs voyageurs dans un geste témoignant de la dimension humaine et sociale de ce projet national, un acquis au service à la fois du citoyen et du développement socio-économique. Le chef de l'État a donné le signal de départ de la première cargaison de minerais de fer en provenance du gisement de Garadjbillet à destination d'Oran. Une étape cruciale qui marque l'entrée effective de ce projet minier en phase d'exploitation. L'entrée en service de cette ligne minière constitue la colonne vertébrale du méga-projet minier de Garadjbillet, considéré comme l'un des plus importants au monde. Le président a salué le dévouement des travailleurs qui ont permis à ce méga-projet de prendre forme.
Et afin d'immortaliser ce moment historique, le président Tebboune a posé pour une photo souvenir avec les travailleurs et les acteurs qui ont contribué à la réussite et à la concrétisation de cet acquis national. Cet événement grandiose a été clôturé en beauté par un spectacle éblouissant de feux d'artifice. Chargé par le président de la République, le Premier ministre Sifir Lieb s'est rendu hier à Oran pour superviser la cérémonie d'arrivée et de déchargement des premières cargaisons de minerais de fer extraites de la mine de Garajbilet destinée au complexe sidérurgique Tosiali. Accompagné d'une délégation ministérielle de haut niveau, le Premier ministre a suivi des exposés techniques et des explications détaillées portant sur le déroulement des opérations de production au niveau du complexe depuis la réception et le déchargement du minerai de fer jusqu'à la production finale. Ce projet stratégique constitue une étape majeure dans la valorisation des ressources minières nationales et dans le renforcement du secteur de la sidérurgie, contribuant ainsi à soutenir le processus de diversification économique et à la réalisation du développement durable en Algérie. Par la suite, le Premier ministre a supervisé l'arrivée et le déchargement des premières cargaisons de minerais de fer extraites de la mine de Garajbilet destinée au complexe sidérurgique. Cette cargaison de minerais de fer marque une démonstration forte de l'Algérie triomphante à travers ce projet stratégique qui valorise ses ressources minières et contribue au soutien du processus de diversification de l'économie nationale. On écoute à présent la déclaration du Premier ministre Sifir Lieb. إن هذا الإنجاز أختصره في آية كريمة فبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فكل الدول كانت القاطرة الأولى. Il faut savoir que l'industrie sidérurgique a de tout temps été la locomotive et le pilier du développement économique des pays. C'est ce qui s'est concrétisé hier en Algérie avec la mise en service de la ligne minière ouest, Garajbilet, Tindouf, Béchar, Oran, sous le haut patronage et la supervision du président de la République. Je félicite le peuple algérien pour cet exploit ainsi que l'ensemble des acteurs ayant contribué à la réalisation de ce projet. À cette occasion, le Premier ministre a visité le complexe sidérurgique Tosiali. Il s'est arrêté aux installations de traitement du minerai de fer et a pris connaissance des explications détaillées sur les capacités de ce complexe dirigé par de jeunes Algériens. Il a également suivi depuis la salle de contrôle le processus de fusion du minerai de fer de Garajbilet. D'ailleurs, le complexe sidérurgique Tosiali entamera au cours de cette année la réalisation d'une usine de traitement primaire du minerai de fer extrait de la mine de Garajbilet en partenariat avec la Société nationale de recherche et d'exploitation minière Sonarem. Elle comprendra une unité d'enrichissement, une unité de chaux et une troisième dédiée à la production d'acide sulfurique. La finalisation du projet étant prévue pour décembre 2028. Les médias arabes et internationaux s'accordent pour qualifier cette avancée stratégique de véritable tournant, représentant un saut qualitatif qui positionne l'Algérie comme une puissance industrielle émergente capable de réaliser de grands projets dans des délais records grâce à des compétences nationales. Walid Benouis. La portée stratégique et continentale de la ligne minière ouest Béchar-Tindouf-Garajbilet a été clairement soulignée par les médias arabes et internationaux.
Le quotidien South China Morning Post a par exemple salué la cadence de la réalisation exceptionnelle du projet, ainsi que la maîtrise du processus de planification et d'exécution, mettant en lumière le plus long viaduc ferroviaire d'Afrique qu'il a qualifié de nouveau symbole africain. L'agence de presse turque Anadolu a pour sa part couvert la cérémonie officielle de mise en exploitation du gisement de Garacbilet, tandis que la chaîne CGTN Africa s'est attardée sur les détails techniques de la réalisation et sur ses perspectives d'exportation. Le journal Sharq al-Awsat a pour sa part consacré un article à l'événement titré « L'Algérie inaugure une ligne ferroviaire de près de 1000 km ». De son côté, Al-Quds al-Arabi a mis l'accent sur les réserves colossales du gisement et sur leur impact économique concret à moyen et long terme. Plusieurs plateformes médiatiques internationales ont qualifié Garacbilet de géant algérien de fer. L'agence de presse Sputnik a de son côté souligné l'importance de cette nouvelle ligne ferroviaire minière considérée comme un levier essentiel pour la dynamisation de l'économie nationale en dehors du secteur des hydrocarbures. La chaîne Al Jazeera a analysé le projet sur son site internet, indiquant qu'il s'inscrit dans une stratégie nationale globale visant à développer des projets structurants et à étendre le réseau de la ligne ferroviaire à 15 000 km à l'horizon 2030. La plateforme économique Ecofile a quant à elle présenté une analyse détaillée de l'évolution des projets ferroviaires en Algérie au cours des dernières années. L'Algérie redessine sa carte économique en exploitant son sous-sol et en s'orientant vers les nouveaux leviers stratégiques mondiaux qui sont l'alimentation et les minerais. Un projet salué comme historique par la presse internationale qui met en avant la capacité de l'Algérie à réaliser en un temps record et en un milieu saharien hostile des projets d'envergure avec des compétences nationales. Pour la presse nationale, Garacbilet marque un tournant majeur, un moteur économique appelé à redessiner le marché du fer et à garantir notamment l'essor du sud algérien. Mandaté par le président de la République, le Premier ministre Sifir Lieb a présidé aujourd'hui l'ouverture des travaux de la conférence des chefs des centres consulaires au siège du ministère des Affaires étrangères. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, du conseiller du président de la République chargé des affaires diplomatiques, Ammar Abba, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, consuls généraux et chargés de missions consulaires. Dans son allocution d'ouverture, le Premier ministre a souligné l'importance qu'accorde le président de la République à la diaspora, la plaçant au cœur de ses priorités afin de renforcer le lien entre les membres de la communauté nationale à l'étranger et leur pays d'origine. Ce message illustre une fois de plus la volonté du président de la République de rappeler à tous les membres de notre diaspora que la protection de leurs droits est une priorité. Cette rencontre organisée après une interruption de 30 ans vise à consulter et étudier les mesures destinées à garantir la protection de notre communauté nationale à l'étranger. Et puis, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à déjouer les tentatives de narcotrafic dans notre pays, des unités de la gendarmerie nationale ont réussi, à travers 2 opérations distinctes menées hier à Alger, en première région militaire, à démanteler 2 réseaux criminels transfrontaliers spécialisés dans le trafic illicite de substances psychotropes. Ces 2 opérations ont permis la mise en échec d'écoulement de 4 292 000 comprimés psychotropes et l'arrestation de 20 trafiquants de drogue et saisie 10 véhicules touristiques d'importantes sommes d'argent et d'autres effets utilisés dans cette activité criminelle. Ces 2 opérations viennent s'ajouter aux multiples opérations ayant permis de déjouer l'introduction et l'écoulement de ces substances toxiques dans notre pays et dénotent du professionnalisme, de la vigilance et de la disponibilité permanente des unités de l'armée nationale populaire avec ses diverses composantes à lutter contre toute forme de criminalité organisée. L'enjeu réside dans la mobilisation des différentes composantes de la société afin de lutter contre ce dangereux fléau et préserver le haut potentiel national que représente notre jeunesse.
Et dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la contrebande et le crime organisé dans la poursuite de l'opération du 27 janvier 2026 dans la région de Rennama, dans la wilaya de Béchar, en 3e région militaire, qui s'est soldée par l'élimination de 3 narcotrafiquants armés de nationalité marocaine et l'arrestation d'un 4e de même nationalité, outre la saisie d'une arme à feu, d'une paire de jumelles et d'une quantité de drogue s'élevant à 521 kg de kiff traité. Une force combinée du secteur militaire de Béchar en 3e région militaire a saisi hier dans la même région une quantité de drogue estimée à 280 kg de kiff traité, portant ainsi la quantité de kiff traité saisie lors de cette opération à plus de 8 quintaux. Cette quantité importante saisie dans un laps de temps réduit et dans la même zone frontalière dénote de l'ampleur des menaces qui ciblent notre pays et sa jeunesse. Cette opération de qualité confirme une fois de plus le haut degré de vigilance des unités de l'armée nationale populaire avec toutes ses composantes et sa disponibilité à faire face à toute forme de menace. Et dans un climat de tension autour de l'Algérie, Ségolène Royal a bousculé la narration habituelle à Paris. Invitée dans une émission télévisée, après sa visite à Alger, elle a mis en lumière les contradictions du récit français sur la crise diplomatique, repositionnant l'Algérie comme un partenaire stratégique et engagé, rappelant que la France pourrait se marginaliser face à un pays qui affirme son rôle sur la scène régionale et internationale. Mais c'est le bois là. De retour dans l'Hexagone après une visite de 5 jours en Algérie, Ségolène Royal a été sans surprise grandement sollicitée par les médias français. Face à leur réquisitoire, la présidente de l'association franco-algérienne est restée fidèle à ses propos et à ses principes, déconstruisant ainsi un narratif qui dépeint l'Algérie comme principal responsable de la dégradation des relations bilatérales. En rappelant les faits, la présidente de l'association France-Algérie a mis en avant les contradictions du récit français qui dévoile souvent une version tronquée de la réalité. Tous les pays s'entendent avec l'Algérie, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, qui vient de signer un contrat d'hydrogène vert exporté vers l'Allemagne. Tous les pays s'entendent avec l'Algérie et pas la France, alors que c'est nous qui avons l'histoire commune la plus douloureuse, je l'ai dit, mais aussi la plus imprégnante de nos deux communautés. Nous avons la Méditerranée en patrimoine commun. Et surtout, ce que j'observe, c'est que, vous savez, juste après moi, l'audience avec le président Tebboune, c'était l'envoyé du président des États-Unis d'Amérique pour investir en Algérie. Au-delà de la polémique, Ségolène Royal a recentré le débat sur une lecture stratégique et économique de la relation franco-algérienne, mettant en avant une Algérie désormais perçue comme un partenaire crédible, engagé dans une dynamique de coopération et de repositionnement régional. Le premier conseil, c'est de faire un geste de réconciliation et de reconnaissance. Les Algériens ne demandent pas d'indemnisation financière, comme l'ont demandé d'autres pays colonisés. Les autres pays colonisateurs ont fait cette reconnaissance, ont fait cette demande de pardon. Mais sur la question mémorielle, ses propos ont marqué un tournant plus sensible encore. En rouvrant un dossier longtemps éludé en France, elle a lancé un avertissement clair. Sans révision de sa posture politique et médiatique, Paris risque d'être hors jeu et pourrait anéantir toutes ses chances de renouer le dialogue avec Alger. À Lyon, le mouvement dynamique des Algériens en France a réuni responsables associatifs, militants et entrepreneurs à l'occasion de son gala annuel. Une soirée consacrée au bilan des actions menées, mais aussi aux perspectives, notamment en direction de la jeunesse et de l'investissement en Algérie. Rafef Belouchette. Dernier réglage avant l'arrivée des invités. Dans un grand hôtel à Lyon, le mouvement dynamique des Algériens de France, MOUDAF, a tenu son gala annuel en présence de participants venus de toute la région et au-delà. Une soirée placée sous le signe du bilan après une année d'action menée sur le terrain associatif et citoyen. Renforcement de la solidarité citoyenne, renforcement des rangs de la communauté algérienne, prise de conscience collective, situation
Situation qui nous appelle à être conscients des enjeux et de ce qui peut toucher la communauté nationale et la souveraineté nationale. Et je crois, pour dire le mot-clé, c'est ensemble unis pour une Algérie plus forte. La rencontre a été ponctuée par les interventions de personnalités de la société civile en France, parmi elles Maître Hadia, bâtonnière à Nîmes, mais aussi des messages de figurants engagés de longue date pour les causes justes à partir d'Alger en messages vidéo, des prises de parole qui rappellent une même idée. L'engagement des Algériens de France s'inscrit dans la continuité des valeurs portées par l'Algérie entre justice, solidarité et transmission. Au moment où nous assistons à une offensive généralisée de haine à l'égard de l'islam de manière générale et de l'Algérie en particulier, je voudrais saluer la sagesse, l'esprit de résistance et l'esprit de sang-froid de notre communauté qui a tellement apporté au développement de la France, qui est un pont entre une possible solidarité entre les deux peuples français et algériens. Je salue pour cela nos frères et nos sœurs algériennes à l'étranger. Autre moment fort de la soirée, les retours d'expérience sur l'investissement des jeunes en Algérie. Chiffre à l'appui, l'initiateur du programme Un jeune une idée met en avant des projets concrets portés par la jeunesse. Aujourd'hui, plus de 100 000 membres de la diaspora algérienne manifestent un intérêt croissant pour l'entrepreneuriat et la création d'entreprises en Algérie. Les données indiquent que plus de 20% des entreprises actuellement actives sont détenues ou dirigées par des membres de la diaspora, ce qui renforce l'idée que celle-ci joue désormais un rôle important et stratégique dans l'équation de l'économie nationale. La question de l'investissement est également abordée par des entrepreneurs de la diaspora avec un message clair. Moi, mon conseil surtout à la diaspora, c'est d'aller en Algérie en toute humilité, de s'entourer de bons partenaires locaux, surtout ne pas croire partir avec l'idée d'exporter un concept qui a fonctionné ici en France. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter aux caractéristiques socio-culturelles en Algérie et en s'entourant des bons partenaires locaux, je pense qu'ils réussiront, Inch'Allah. Le MOUDAF s'adresse également aux plus jeunes, encore en formation ou engagés dans le milieu associatif, notamment les membres de l'association des sportifs algériens de Villeurbanne. Ça a été fondé par Ahmed Mokran en 1979. De base, ça a été un club créé pour les Algériens qui vivent en France. Mais bon, au fur et à mesure du temps, ça a perduré. Alhamdoulilah, encore aujourd'hui, on garde ce nom, on garde ces valeurs qu'on a, ces couleurs. On a plusieurs valeurs, la diversité, le respect, l'intégrité et surtout la mise en valeur de la jeunesse algérienne. Dans du foot, on a de tout. Par exemple, on a fait des voyages. Surtout en Algérie, on essaie d'avoir de la chance de partout. Par exemple aussi, on essaie surtout d'avoir des spectacles, d'avoir un peu tout. Des jeunes qui incarnent l'avenir du mouvement et les valeurs qu'il défend. Enfin, l'ensemble des représentants de la communauté sur place ont rendu un hommage appuyé au consul général Abdelaziz Mayouf. Côté perspective, l'année 2026 s'annonce dense avec plusieurs rendez-vous et initiatives déjà en préparation. Un agenda que le mouvement promet de dévoiler prochainement. Au Maroc, les inondations ravagent les rues et de nombreuses familles se retrouvent sans abri, plongées dans des conditions de vie extrêmement précaires. Face à cette catastrophe, la gestion défaillante du Marzen expose les citoyens à une misère organisée, révélant l'échec des autorités à protéger leur population. Sami Darley. Au Maroc, lors de chaque épisode d'intempéries, les populations sont submergées par les inondations, révélant la précarité des infrastructures, notamment dans les zones enclavées. Une triste réalité qui tranche avec l'image reluisante que le Marzen tente de véhiculer.
De bon matin, des inondations ont frappé la zone. Sur place, nous n'avons trouvé ni la protection civile, ni personne pour nous aider. Des familles entières, dont des enfants, sont restées bloquées. C'est cette bouée qui nous a sauvés. La montée des eaux a atteint 2 à 3 mètres de hauteur. Nous avons été contraints de sortir. La situation ne nous permettait tout simplement pas de dormir. L'absence totale de calme rendait tout repos impossible. La rudesse de l'hiver n'a pas empêché le Marzen d'expulser Manu Militari, des habitants de plus en plus désespérés. Nous avons tout perdu, surtout la paix intérieure. Nous avons perdu l'appétit et le sommeil. Nous sommes tourmentés. Nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Même si nous perdons espoir, nous gardons la foi en Dieu. Nos enfants sont en train de se noyer. C'est une honte. À ce rythme, nous allons mourir. Les autorités nous poussent à quitter les lieux, mais nous n'avons nulle part où aller. Pour ces populations, la situation se dégrade chaque jour un peu plus, les plongeant dans une détresse incommensurable. Et la situation en Palestine reste toujours préoccupante. Les Nations Unies ont exprimé leur inquiétude face à la poursuite des agressions sionistes contre la bande de Gaza, en dépit du prétendu cessez-le-feu en cours dans l'enclave. Les autorités sanitaires de la bande de Gaza ont mis en garde contre une grave détérioration de la situation sanitaire, indiquant qu'environ 6000 blessés ont un besoin urgent d'être évacués afin de recevoir des soins médicaux en dehors du territoire. Par ailleurs, le passage terrestre de Rafah a été partiellement rouvert après plus d'1 an et demi de fermeture quasi totale. Mais pour les Gazaouis, l'objectif principal reste d'assurer l'ouverture du terminal dans les deux sens pour permettre aux habitants de circuler de manière fluide. Revenant en Algérie, hier, nous avons célébré la journée mondiale des zones humides à travers plusieurs activités de sensibilisation et de protection de l'environnement. Le pays compte 50 sites inscrits sur la liste Ramsar, des zones humides d'importance internationale. Nous vous proposons un reportage sur le lac de Temsguida, en passe d'être classé. Perché sur plus de 1200 mètres d'altitude, le lac se remplit en cette période de l'année des eaux de pluie et des fontes de la neige, ce qui en fait un écosystème précieux pour la biodiversité. Au cœur des monts de l'Atlas télien, perché à plus de 1200 mètres d'altitude, le lac de Temsguida offre un havre de paix naturel. Ici, loin de l'agitation des villes, familles et adeptes de plein air trouvent calme et détente. Lors du tournage, la nature a offert un cadeau inattendu. Le brouillard s'est invité sur le lac, enveloppant les lieux d'un voile de mystère renforçant la magie du site. بحيرة الضاية هي بحيرة طبيعية بامتياز أو تدعى ببحيرة تمسجيدا تقع. Le lac Temsguida est un site naturel par excellence. Il est limité au nord par la commune de Wad Rumana et au sud par la commune de Temsguida. À l'ouest, la commune de Boumedfa et à l'est par le mont Mouzaya. Contrairement à d'autres lacs qui se situent au même niveau que la mer, ce site est perché à plus de 1230 mètres d'altitude. Sa superficie est de 5 hectares. À cette époque de l'année, ce lac se remplit des eaux de pluie et des fontes de la neige. En été, le volume des eaux diminue, mais la beauté du site reste intacte. Ce site est riche en biodiversité, en faune et en flore. Il se caractérise aussi par son climat humide. Autour du lac, 57 espèces végétales, dont des arbres centenaires, le chêne vert et liège, ainsi que le pin d'Alep ou encore le rosa canina et l'aubépine, et dessinent un paysage qui respire la vie, constituant un écosystème riche qui supporte et abrite une diversité étonnante de flore et de faune. Les eaux du lac accueillent une vie animale discrète mais essentielle. Plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs viennent y trouver un refuge saisonnier. C'est un lac de haute montagne. Il constitue aussi une station pour quelques oiseaux migrateurs pour leur approvisionnement en eau et en nourriture. C'est aussi un refuge pour d'autres animaux terrestres tels que quelques mammifères comme l'hyène rayée, comme le loup doré ou le singe magot qui est l'animal ou
l'espèce emblématique du parc national de Shri'a. Donc c'est une région protégée. Plus qu'un simple plan d'eau, le lac de Temesguida est un symbole, celui de la nature méditerranéenne. Cette zone humide est nichée dans le parc national de Shri'a, un des plus anciens d'Algérie. Son rôle socio-écologique est mis en avant par la Direction nationale des forêts qui œuvre à l'inscrire officiellement sur la liste des sites Ramsar. Au regard de sa richesse en biodiversité, le parc national de Shri'a a préparé un dossier pour son classement sur la liste de Ramsar des zones humides. Donc c'est une région qui est protégée et qui doit être protégée car beaucoup de menaces guettent cette région. Parmi ces menaces les plus importantes, nous avons l'anthropisation ou le tourisme non contrôlé. S'étendant sur 5 hectares, le lac de Temesguida est un lieu de détente, un refuge pour la biodiversité et surtout un joyau naturel à chérir. Sa conservation n'est pas seulement une nécessité scientifique, mais un acte de responsabilité collective pour les générations futures. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée à tous.